Bonsoir et bienvenue une fois de plus à cette édition de Scène de Presse. Jean-Baptiste Atemengue, bonsoir. Bonsoir Lucrèce et je salue les téléspectateurs de la CRTV. Alors vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, et vous êt par ailleurs maire de la commune de Ngoumou, c'est bien cela? Exactement. À ma gauche, Henshaw Orok Are, good evening and nice to receive you in this set for the first time. Welcome. Good evening, Lucrèce. Good evening, Jean-Baptiste Atemengue. Good evening to all our viewers. It's an honor being here on Scène de Presse to debate on pertinent issues concerning the Republic and beyond. Thanks for inviting me once more. C'est nous qui vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes expert en paix et conflit et analyste politique. Mesdames, Messieurs, avec ce premier panel, nous adressons la problématique des menaces qui pèseraient sur l'unité nationale. Sont-elles réelles? Quelle est leur gravité? Question sur la table du débat à 4 jours de la célébration de la 49e édition de la fête de l'unité, justement. Le deuxième panel sera constitué de Halidou Sadou, représentant de l'agence civique, et de Henri Simo, coach mentor senior du programme de l'ONG Youth Business Cameroun. Avec ses invités, nous aborderons la question du financement des projets socio-économiques des jeunes, fait de rétro-commission et de pression. C'est à la faveur de la tenue à Yaoundé cette semaine d'un atelier sur le réarmement moral et civique, le montage des projets pour bénéficier des fonds du plan triennal spécial jeunes. Mais avant, nous parlons de l'unité nationale. Alors, Monsieur Henshaw Orok Are, à la question de savoir si l'unité nationale est menacée, vous répondez par l'affirmative, et l'une des causes que vous évoquez, c'est la problématique de l'équité dans la gestion de la chose publique. Oui, il y a le vivre ensemble, surtout sur ces panels. Je suis du sud-ouest, Jean-Baptiste Atemengue du centre, et vous êtes du sud. Du sud, vous voyez. Ça, c'est le vivre ensemble. On communique, on peut vivre ensemble. Mais il y a un problème qui se passe. Le vivre ensemble n'est pas seulement d'être physiquement, mais de partager aussi des choses. On vit ensemble, mais on ne mange pas ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des personnes qui ont des postes de responsabilité, que lorsqu'ils veulent manger, ils mangent avec la louche, ils ne mangent pas avec la cuillère. Donc, il n'y a même pas les miettes qui tombent par terre, que ceux qui sont en bas là... Ils mangent seuls, vous voulez dire? Oui, ils mangent seuls, parce que ceux qui sont en bas là ne bénéficient pas du gâteau national que tout le monde doit partager. Et ça crée des frustrations entre les peuples, et l'unité est menacée. De plus en plus, nous voyons qu'il y a les mémorandums du Nord. On peut voir ce que le mémorandum des 10 millions nordistes, on peut voir le mémorandum que le feu Zibi, Nambélé Zibi du centre émettait. On peut aussi voir les autres de l'Ouest. C'est parce qu'il y a un mécontentement. Il y a cette unité nationale, mais il n'y a pas vraiment le manger ensemble. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, vous qui êtes militant du parti au pouvoir, vos camarades sont aux affaires, on va le dire ainsi. Monsieur Orok Are dit qu'il y a le vivre ensemble au Cameroun, mais il n'y a pas le manger ensemble. Il parle de l'inéquité qui existerait dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est une menace permanente pour tous les États modernes, hein. Même les États qui ont achevé leur institutionnalisation, leur centralisation du pouvoir sont sous le coup de cette menace qui est réelle en général, qui est le fait de certaines injustices sociales. Alors, il faut néanmoins se méfier de ces revendications. Si la revendication a purement un caractère territorial, c'est-à-dire les populations vivant dans telle partie du territoire du Cameroun estiment qu'elles ont besoin de telle ou telle infrastructure, et cela peut avoir un caractère républicain. Mais cela ne peut pas être républicain si ça prend une autre connotation d'une identité primaire qui remet en cause l'identité nationale, c'est-à-dire la nation. L'État, c'est une communauté organisée, une communauté historique. Tout ce qui remet en cause l'institutionnalisation, le fait que des gens reconnaissent d'abord que l'État au-dessus des appartenances primaires, c'est-à-dire tribales, n'est pas bon pour les intérêts même des concernés. Je veux dire par là que
si ce qui se passe dans le sud-ouest, nous sommes de 3 régions différentes, ce qui se passe dans le sud-ouest en termes de développement sur ce territoire m'intéresse en tant que Camerounais. J'aimerais être fier d'un pays sur les 10 régions que je vendrai au monde entier. Ce n'est pas parce que je ne suis pas du sud-ouest que je dois considérer que mon regard doit se limiter au centre. Est-ce que c'est le problème que pose M. Orokari? J'ai pas le sentiment. Pour un mémorandum comme le Grand Nord, c'est un peu le problème et c'est la problématique. Et ces outils ont un effet pervers, effectivement, c'est que ça déconstruit l'État unitaire en considérant que le gâteau national est à partager entre, au-delà des territoires. Si on s'arrête au territoire, il n'y a pas de problème. Mais au-delà des territoires, que ce gâteau national est à partager entre familles ou entre ethnies ou entre tribus. Et là, c'est très dangereux. Ou entre tous les fils du pays, Orokari. Je veux un peu parler. Mon frère Jean-Baptiste Atemengue disait que ces revendications sont régionales. Oui, on peut le dire. Mais avant que ça ne soit des trucs régionaux, ils avaient déjà parlé à travers d'autres canons, à travers les élites qui ne font rien chez eux. Donc maintenant, ceux qui sont vraiment, ceux qui aiment ces régions-là, ont pris le bras par les cornes pour résoudre les problèmes. Vous avez parlé que ça va faire en sorte qu'il y aura des régionalisations et je peux dire tribales. On a des quotas dans les grands instituts, dans les grandes écoles, mais ces quotas-là ne sont pas toujours respectés. C'est ça qui fait en sorte que les gens se révoltent. On ne respecte pas pourquoi. Et pourquoi, si on ne respecte pas, pourquoi on ne respecte pas. Et de deux, il y a aussi certaines régions ou départements qui n'ont jamais eu de personnalité chez eux. Nous tous, nous sommes les fils de ce pays. Nous tous, nous sommes des gens qui ont fréquenté et qui ont quand même des capacités à contribuer en sorte que notre pays, le Cameroun, puisse avancer. Donc, on veut aussi mettre la pierre à l'édifice de la constitution du Cameroun. Mais si certaines pensent que le Cameroun les appartient seul, c'est là où les gens sont révoltés et il y a la fissure de l'unité nationale et il y a d'autres problèmes qui font en sorte que les gens écrivent des mémorandums. Et il faudrait que les pouvoirs publics agissent franchement dans ce sens pour remédier cette situation. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on parle seulement et ça s'arrête là. Il faut que... Est-ce que vous pensez que cela suffit, cela justifie que les gens manifestent comme ils le font actuellement parce qu'ils se sentent lésés, parce qu'ils se sentent frustrés, qu'ils le manifestent comme vous le dites, vous semblez le dire? Oui, vous savez qu'il y a seulement 2 façons pour gérer, pour résoudre un problème, soit par la méthode douce ou par la méthode, par la force. C'est que lorsque un enfant ne fait que pleurer, vous n'écoutez pas ses pleurs, l'enfant là risque de s'étouffer ou il va s'exploser. Vous voyez, non? Donc, bref, c'est ce qui se passe dans ces régions. Les gens ont tellement appelé au gouvernement de résoudre les problèmes. Certes, aucun gouvernement dans le monde entier ne peut pas apporter la solution totale aux gens, mais le minimum vaut de la peine. Mais lorsque certaines personnes ou certaines régions sont favorisées par rapport aux autres, c'est là où il y a un bémol. Alors, vous avez le sentiment, vous aussi, que les pleurs de tous les enfants du Cameroun ne sont pas entendus? Je pense qu'il faut relativiser les choses. C'est-à-dire que je comprends, moi j'aime ma façon de comprendre cette problématique et c'est pour ça que je veux nuancer. C'est-à-dire que je parle d'institutionnalisation de l'État en termes de dépatrimonialiser l'État, c'est-à-dire rendre l'État impersonnel. C'est vers là que nous devons aller, nous allons, parce qu'il faut avoir une finalité. Ensuite, il y a des étapes. Nous sommes un jeune État, nous avons encore ces appartenances primaires. Il faut faire avec, c'est pour ça qu'il y a des quotas, il y a l'équilibre régional, il y a un certain nombre de dérogations. Certains combattent l'équilibre régional que certains combattent, malheureusement. Bon, on ne peut pas combattre l'équilibre régional au stade actuel, justement, pas à cause de ces revendications, mais il faut s'accorder sur le fait que ces équilibres, ces mesures sont dérogatoires, ne sont pas la règle. Ce n'est pas l'objectif républicain. Le président Amadou Ahidjo a beaucoup avancé de 1960 à son départ du pouvoir dans l'effort et de
d'institutionnalisation et de centralisation qui ont pour finalité d'assimiler et de faire en sorte que quand on revendique la justice sociale, ça soit impersonnel. Quand on dit impersonnel, c'est aussi que ça ne soit pas tribal. Et ça voudrait dire que c'est vrai, l'institutionnalisation, le niveau d'institutionnalisation de l'État actuel ne nous permet pas de répondre efficacement à ces devoirs de justice nationale. D'où l'intérêt majeur de concentrer nos efforts sur ça, pas sur l'effort de partager le gâteau. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a des règles rationnelles d'organisation d'un État moderne et que ces règles sont respectées, il n'y a plus de problème. Sauf que Jean-Baptiste Atemengue, sauf que certains partis politiques jouent de plus en plus surfent de plus en plus sur la vague de ces frustrations-là. C'est un problème d'opportunisme politique et de populisme, justement. C'est-à-dire que les gens veulent simplifier tellement les enjeux pour arriver au pouvoir tout de suite par tous les moyens. Or, le problème de fond n'est même pas un problème partisan. J'ai dit institutionnalisation parce que vous voyez la notion d'intérêt général. Ça doit être une culture. La notion de respect de la règle, c'est une culture. Éduquons nos enfants, parce que ceux qui ont 30-40 ans aujourd'hui, qui sont comme ils sont, on ne peut plus les rééduquer. Comment faire en sorte que chacun respecte la loi, que chacun privilégie lorsqu'il est salarié de l'État l'intérêt général et laisse de côté la cupidité qui pervertit le rôle de l'État et qui rend forcément, qui sème les injustices. Qui des parents admet aujourd'hui que comme mon enfant n'a eu que 10 de moyenne au bac, 10 de moyenne en licence, je ne devrais pas faire son dossier pour l'accès à une certaine grande école parce qu'il n'a pas le mérite. Mais chaque parent rêve de mettre son enfant et par tous les moyens, même là où il ne le mérite pas. C'est encore notre culture aujourd'hui. C'est là où je parle d'institutionnalisation de l'État, c'est-à-dire que chaque Camerounais aujourd'hui n'a pas conscience que par l'injustice qu'il crée, en oubliant l'intérêt général, en privilégiant les intérêts égoïstes, il met en cause l'unité nationale et sème les justices sociales. J'ai envie de vous rappeler que vous êtes communicant du RDPC et que c'est le RDPC qui est aux affaires et que c'est le RDPC par ses responsables qui laissent faire, entre guillemets. Mais vraiment, le RDPC, en la matière, a le meilleur exemple possible. Je vois que je n'ai pas encore lu le livre qui vient d'être publié par un compatriote, Jean-Marie Lundu, Paul Biya, le disque dur du système. C'est le meilleur exemple. Tout son travail aux côtés du président Ahidjo a été d'institutionnaliser et de rendre impersonnel le pouvoir. Le président Paul Biya, lorsqu'il arrive... Il l'a fait, mais est-ce que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, ceux qui occupent des postes de responsabilité, ceux qui sont à la tête des grandes écoles, justement... Il ne peut pas répondre de la responsabilité. Justement, il ne peut pas répondre. Alors, donc, ce n'est pas un problème du RDPC en tant que tel. Est-ce qu'ils sont fidèles à cette philosophie du président de la République? Ils ne sont pas fidèles. Voilà, vous-même, vous avez dit ils ne sont pas fidèles, c'est clair. Si les Camerounais avaient imité son exemple, on n'en serait pas là. C'est un exemple, je le cite comme exemple. Donc, nous n'avons pas de complexe parce que nous avons à la tête de notre parti un exemple. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 82, le président Paul Biya n'avait jamais mis les pieds au Sud en vacances. Et moi, je me souviens, lorsqu'il arrive au pouvoir, je ne savais même pas qu'il était du Sud. Je pensais qu'il était du centre, que c'était un bassin. Faites un sondage d'opinion. Et à ce stade-là, il n'y avait pas les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, qui proviennent de la libéralisation de la vie politique et de l'opportunisme des acteurs politiques aujourd'hui. Parce qu'avec la démocratie, les gens pensent qu'il faut un raccourci pour convaincre d'abord la tribu, la famille, écrire un mémorandum que nous, on n'a pas de route. On a privilégié les routes d'ailleurs. Or, une route, quelle que soit là où elle va sur le parti territorial, appartient à tous les Camerounais. Si vous prenez l'exemple des routes du Sud, je vais vous prendre un exemple. La route qui va à Kiossi. Allez voir quels sont les compatriotes du Cameroun à qui profite cette route. C'est toutes les populations du nord, de l'ouest qui cultivent, du Noun qui cultivent, qui par cette route vont vendre
leurs marchandises, leurs produits entendu, en Guinée équatoriale. Ce ne sont même pas les populations du Sud qui en profitent le plus. Donc, une infrastructure dans une région n'est pas destinée seulement aux populations d'une région. Jean-Baptiste, c'est une mauvaise conception du partage du gâteau. Je voudrais qu'on reste sur le jeu des partis politiques qui surfent sur ces frustrations, parce que derrière, il y a de plus en plus le repli identitaire et le discours haineux dont on a abondamment parlé sur ce plateau la semaine dernière. Oui, il y a les partis politiques qui en profitent de cette repli identitaire, notamment juste après les élections d'octobre 2018, lors des recours au cours constitutionnel. On a vu comment les replis identitaires se sont manifestés, jusqu'à le ministre Grégoire Renard lui a dit que qu'est-ce que Bamileke et Boulou vient faire ici, parce qu'il y avait des replis identitaires. J'étais un témoin oculaire lors des recours constitutionnels au Palais des Congrès. Il y a des partis politiques, les militants prennent les replis identitaires pour fragiliser les autres. Je peux dire, le parti politique MSC, du professeur Maurice Kamto, c'est fidèle dans les réseaux sociaux. Vraiment, si ils estiment ou ils constatent que tu es quelqu'un, peut-être du RDPC ou quelqu'un qui est du Sud, ils appellent ça les fangs bêtis, sont des nullards, des jouisseurs et ça. Et tout ça, ça apporte de la haine. Aussi, les gens qui sont les fangs bêtis répliquent aussi. Et il y a fissure. Les partis politiques en profitent. On a ceci. Ce sont les travers de la démocratie? Oui, vous savez que chaque chose a le bon et le mauvais. Lorsqu'il y a le travail des démocraties, qu'on laisse faire tout et il y a la liberté d'expression, et puis avant, il n'y avait pas tout le monde qui pouvait avoir des canaux comme la CRTV ou peut-être la caméra et les micros pour parler. Mais maintenant, avec l'avènement des Internet et les réseaux sociaux, n'importe qui parle n'importe quoi et on attaque n'importe qui. Et cette situation fragilise vraiment l'unité du Cameroun. Et beaucoup de partis politiques en profitent. Mais notamment, l'Assemblée générale avait adopté un projet de loi en novembre 2019 pour effacer, c'est-à-dire réprimander tous ceux qui vont parler ou faire des replis identitaires ainsi que la haine. Mais ça ne fait que perdurer parce que on voit partout, les gens se reconnaissent dans les régions, les gens se reconnaissent. Il y a même des ministères que si un ministre est d'une région, la plupart des gens qui sont dans son cabinet ou là-bas parlent dans le patois. Et ça, ce n'est pas normal parce que nous sommes à une institution nationale, on ne sommes pas à une institution du village. Alors, nous allons marquer un premier arrêt dans cette édition de Scène de presse. Les Camerounais et leur pays, un amour de saison. C'est la question que nous avons posée à Joseph Clément Omba et il répond dans ce zooming. Le 20 mai 2021, le Cameroun célèbre, sur toute l'étendue du territoire national, la 49e édition de l'avènement de l'État unitaire. Bel héritage qu'est ce référendum du 20 mai 1972, commémoré près de 5 décennies après, mais qui permet de mesurer la solidité d'un acte fondateur de la nation camerounaise. Un acte assumé avec hauteur, conscience et résilience. Covid-19 oblige, il n'y aura pas de grandes effusions populaires comme d'habitude. L'événement devra donc s'accommoder d'un 20 mai sans faste ni solennité. N'empêche, l'unité nationale garde son symbole, à l'image de notre équipe nationale, les Lions indomptables, valeur à travers laquelle se reconnaissent tous les Camerounais, visiblement unis par le destin des Lions indomptables. Même dans les difficultés harassantes de la vie quotidienne, qu'on soit chômeur ou travailleur, homme ou femme, jeune ou vieux, sans distinction de chapelle politique ou religieuse, les Camerounais affichent tous une fierté généralisée de voir les Lions gagner. Oui, les Lions indomptables sont un symbole fort de l'unité nationale. À chacune de leurs victoires, à Douala, à Kumba, Garoua ou à Bafoussam, le drapeau vert, rouge et jaune flotte au vent. Mais passé les victoires des Lions, on revient rapidement à nos habitudes qui ont parfois la peau dure. Au nom de la liberté d'expression, les Camerounais s'opposent à tout et surtout exhibant leur division. À l'observation, l'unité entre Camerounais donne fortement l'impression d'être
une vue de l'esprit. Jadis à la une, la notion d'intégration nationale se fait plus discrète, ne figurant plus sur les premières pages du vocabulaire politique des Camerounais. Beaucoup sont pesamment assis sur leur confort identitaire. Pour agir ou réagir, on pense d'abord à sa région, à sa tribu, à son village, à sa famille. La tolérance qui a fait la force de la nation camerounaise est mise sous le boisseau. Le repli identitaire piétine l'appartenance à la nation. Des personnes ou des actes sont souvent appréciés sous le prisme de l'appartenance à telle ou telle zone, à telle ou telle organisation, avec à la clé un langage discriminatoire dont on use et abuse, induisant un regard dédaigneux sur l'autre. Des jugements de valeur nocifs qui tendent à lézarder l'édifice que constitue l'unité nationale. Ces jugements de valeur portent assurément leur part de responsabilité dans l'émergence d'une société camerounaise cloisonnée, incivique et immorale, où le clientélisme et la corruption, le favoritisme sapent chaque jour les lourds sacrifices consentis par l'État pour bâtir une nation camerounaise fière de ses différences, unie dans la diversité, une nation camerounaise harmonieuse et solidaire. Le Cameroun sera uni ou ne sera pas, a dit un sage contemporain. Au-delà de nos différences ethniques, linguistiques, culturelles ou sociales, nous avons un impératif d'unité et de vivre ensemble. C'est même un impératif de survie collective. Joseph Clément Omba qui parle là de l'impératif d'unité, un impératif d'unité qui ne saurait s'accommoder de replis identitaires. Jean-Baptiste Kamague. Je crois que c'est un combat de longue haleine pour effacer ces tentations qui sont, pour l'âge de notre État, à peu près normales. Mais c'est un combat, chacun contre soi-même d'abord, et chacun en sachant que l'autre est nécessaire pour la construction de la nation camerounaise. Je pense que les dirigeants et les acteurs politiques en démocratie ont une responsabilité majeure. Parce que sous le parti unique, effectivement, l'entreprise d'unification du pays, on avait fixé un cap. Nous sommes une communauté historique, même si notre histoire n'est pas longue, mais on a conçu, imaginé une certaine idée de notre unité nationale. Que la démocratie nous aide à consolider cette idée, non pas à la remettre en cause constamment, à la déconstruire, au point où nos jeunes risquent de ne même plus avoir de repères. Et c'est très important d'avoir un objectif, une histoire à sauvegarder et un objectif. En clair, ce n'est pas parce qu'on veut accéder au pouvoir qu'on doit jeter l'opprobre sur son pays ou alors qu'on doit appeler à la haine de certaines tribus. Qu'on doit d'abord déconstruire l'État, la conception que nos pères fondateurs ont eue, et ensuite, ce n'est pas parce qu'on va accéder au pouvoir... Les pères fondateurs dont on va voir quelques noms sur le petit écran. Je lisais encore tout à l'heure le discours d'ouverture du président Amadou Ahidjo à Fumban le 17 juillet, je crois, 1961, l'ouverture de la conférence. Il disait, même dans les vieilles démocraties, il y a constamment des problèmes, parfois des problèmes violents. Mais le tout est de prévoir des mécanismes simples qui ne remettent pas en cause la survie même de la nation. C'est-à-dire que nous devons toujours trouver, nous sortons du grand dialogue national il y a quelque temps, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a une mésentente, même dans une famille, même père, même mère, il y a des mésententes, qu'on trouve des mécanismes pacifiques pour régler ces problèmes en mettant toujours l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts égoïstes. Alors, Encho Orok, vous qui êtes expert en conflit et en paix, dites-nous jusqu'où les replis identitaires peuvent conduire notre pays? Les replis identitaires peuvent conduire notre pays à la sécession. Nous voyons ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que moi, je suis un anglophone du sud-ouest. Mais lorsqu'on me voit, je parle l'anglais, également le Bamendala. Ça fait mal. Parce que les gens ne connaissent pas leur culture, leur histoire de leur pays. Ils ne savent pas que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a les tribus comme dans d'autres régions. Et ça amène des frustrations qui peuvent penser que d'aucuns sont vus comme c'était des demi-hommes et les autres sont les hommes à part entière. Et en plus, les replis identitaires, ça peut aussi causer beaucoup de problèmes de méfiance. Parce que lorsque il y a l'autre qui estime que l'autre est moins que rien, s'il doit parler ou faire quelque chose, il se méfie d'abord et ça fait en sorte qu'il y a la tension dans la société. Et en plus, il y a le problème de repli identitaire
dans des quartiers, notamment, nous avons vu au sud comment les Boulous disaient aux Bamoum de rentrer chez eux qu'il ne le veut pas. Il a fallu l'intervention du roi Sultan Bobo Njoya pour calmer les Bamoum parce qu'il y avait des bagarres intertribaux, les gens du sud, c'est-à-dire certaines Boulous et certaines Bamoum. Et nous voyons que ça a... Mais est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est une politique pensée? C'est assez marginal, c'est des individus qui ont posé des actes bien précis. Oui, les individus, c'est les individus qui font des tribus, ensemble des individus. Donc, s'il y a parmi ces individus dans des tribus qu'il y a des mécontentements ou il y a des crises, des conflits, ça peut dégénérer à des bagarres, à des tueries ainsi qu'à des destructions des biens. Alors, allez-y. Je voulais dire que sur ce cas particulier, c'est pour ça qu'il faut toujours ramener la responsabilité des acteurs politiques. Le débat politique doit être territorialisé. Les gens qui vivent sur la commune d'Ongoumou, quelle que soit leur origine, même étrangère, il y a des Sénégalais, des Malais, nous avons des enjeux communs, nous devons en débattre pour trouver une solution. Mais dès lors que vous preniez l'exemple de Kiossi ou de Sangmelima ou ailleurs, que des gens, au lieu de territorialiser le débat, le tribalisent. C'est-à-dire que quelqu'un est chef d'un parti politique, il estime que son parti doit chercher partout sur le territoire les originaires de sa région pour obtenir des voix. Il vient les sortir de la communauté territoriale où ils vivent pour leur amener, pour leur imposer des comportements politiques anormaux. Et c'est ça qui crée des problèmes. Et au nom de la démocratie, et c'est pour ça qu'il y a déjà eu ce débat à plusieurs reprises, les autorités administratives qui ont interdit, ça devrait être même la règle, interdit ces meetings communautaires hors de ce qu'on peut appeler bassin naturel de ces communautés, ont raison. Parce que c'est ça qui crée cette tension. Vous ne pouvez pas me dire quelqu'un estimant que son parti est le parti des Zéondo, donc comme il y a une forte communauté dans un quartier à Garoua, des Wondo, lors des élections, je vais aller organiser un meeting avec ma communauté Wondo de Garoua pour obtenir ces voix. Ça, ce sont des gens qui détruisent la République et l'esprit républicain. Je ne peux pas vous en disconvenir, mais vous savez que, de par la nature et l'explication sociologique, l'homme est rattaché à quelqu'un de sa tribu ou de sa région. Il faut faire preuve de responsabilité politique. Oui, on n'en disconvient pas. Il faut faire preuve de ça. Il faut faire preuve de ça. Il faut faire preuve de ça, mais c'est un instinct naturel. Comme moi, quand j'attends quelqu'un qui parle anglais, n'importe où, je me retiens d'abord. C'est naturel, c'est instantané. Donc, il faut aussi connaître que parfois ces choses que les gens font ne sont pas naturel, justement. La définition de l'État, c'est une abstraction, Jean-Baptiste, une élévation. Ce qui est là, c'est que l'État, c'est l'élévation, mais l'État, c'est qui? L'État, c'est toi et moi. Et si toi et moi, on a des disputes, il faudrait qu'on résout ça. Mais vous parlez toujours de l'État. C'est comme si les hommes sont mis en part. L'État. Il faudrait que les gens se respectent. Et quand les gens sont dans des communautés aussi, il faut qu'ils respectent les us et coutumes de cette communauté. Et aussi faire en sorte que tout le monde puisse jouir des biens de cette communauté. Ce n'est pas que quand des gens partent quelque part, ils sont regardés comme si c'était moins que rien. Ce n'est pas bien. L'efficacité de l'État dépend de notre degré de détachement à nos appartenances primaires. Je veux vous dire que les problèmes de corruption, de malgouvernance du Cameroun, la cause numéro 1, c'est notre tendance à rester collé à ces appartenances. Ça a un coût énorme. Je vais vous dire qu'il y a certaines situations où on est obligé de s'accommoder parce que, effectivement, il faut faire avec, il faut que certains ne se sentent pas frustrés. Mais cela ne crée pas des emplois jeunes. Au contraire, c'est ça qui détruit les emplois jeunes. Sous prétexte qu'on a un gâteau national à partager, nous cultivons la malgouvernance au nom des intérêts tribaux. Non, je n'y pense pas. Je pense. Non, je ne pense pas. Parce que quand c'est les autres qui posent les actes... Les autres, c'est qui? Les autres, la loi n'est pas la même pour tous? La loi est la même éditée, mais c'est des lois à tête chercheuse parfois. Oui. Comment ça? Parce que nous avons vu que lorsque certaines personnes posent des actes de détournement des biens publics,
je me rappelle quand on disait au chef de l'État, Paul Biya, qu'il y a les gens qui détournent, ils disaient qu'ils veulent le peuple. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux, c'était trop tard. Et il y a même certaines personnes qui disent, que c'est seulement les gens de l'Etchoubou, surtout les gens de Mefou et Akono, qui sont en prison. Donc, parce qu'ils disent que tout le monde, parce que tout le monde a payé, il faut que tout le monde rengorge. Mais il y a seulement les gens de certains départements qui sont à terre chez eux, parce qu'ils ont l'équipe nationale des corrupteurs, des prisonniers, des vagabonds de biens publics. Je voudrais pas qu'on aille sur ce terrain-là. Le président de la République a agi comme d'habitude en son temps, à l'heure indiquée. Moi, je voudrais qu'on reste sur la menace séparatiste dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'on peut venir à bout de cette menace? L'armée fait ce qu'elle peut. Les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, mais est-ce qu'on peut venir à bout de cette menace séparatiste sans l'adhésion des populations? Non, on ne peut pas venir à bout de ce qui se passe malheureusement, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest sans l'aval de la population. Si la population est derrière les ambazoniens, ça va perdurer. Mais si la population dit que... Qu'est-ce qu'il faut pour que la population adhère totalement processus de paix, au processus de paix enclenché depuis le début de cette crise? Moi, je suis quelqu'un leader d'opinion et je porte souvent la voix des gens qui sont souvent derrière. Ils me disent souvent, lorsque je les pose des questions, ils me disent qu'on est fatigué des élites que nous avions parce qu'on savait qu'ils étaient pour nous, mais ils sont pour les ventes et les familles immédiates. Ça les énerve. Et de deux, il y a l'histoire que les gens veulent la fédération pour certains qui ne sont pas des extrémistes. C'est-à-dire, ils veulent autogérer les choses comme à l'époque, avant 1961, qu'ils étaient bien gérés les choses. Mais nous voyons qu'il y a la décentralisation qu'on veut mettre en place. Mais jusque-là, les gens n'y croient pas parce qu'on a eu des gens on a mis les gens en place. Mais où est le budget de fonctionnement? Ça piétine encore plus d'1 an. Et ça énerve. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans un contexte sécuritaire et sanitaire particulier. Vous avez parlé, vous avez parlé du statut spécial. Permettez que Jean-Baptiste Atemeng réagisse. Vous avez parlé de la décentralisation, vous avez parlé de fédéralisme. Le gouvernement a réagi par le dialogue national à travers la mise en place de ce statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest. En plus de cela, les zones du nord-ouest, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été déclarées zones économiquement sinistrées avec à la clé des exonérations et autres facilités fiscales. Il y a également le plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest dont le coût global de financement se situe autour de 90 milliards de francs CFA. Voilà autant de réponses que le gouvernement a apportées, des réponses qui sont à la fois que l'on retrouve sur le plan politique et sur le plan socio-économique. Que peuvent encore faire les pouvoirs publics pour que les armes se taisent dans ces deux régions, définitivement? Je crois que l'option du dialogue initiée dès le début par l'État, avec à la tête de l'État, le chef de l'État, reste de mise. Pour ce qui est de l'adhésion des populations, je crois que cette adhésion est implicite, explicite peut-être pour ceux des militants qui partagent notre option d'unité nationale, mais pour le reste, elle est implicite. C'est une adhésion parce qu'au départ, il y a eu une manipulation. On a cru qu'il y avait une adhésion de l'autre côté. Quand on forçait les enfants à ne pas aller à l'école, certains ont proclamé, vraiment, si les parents sont obligés d'atteindre ce niveau de sacrifice, de garder leurs enfants, on a constaté que c'était un mensonge. Ces enfants fréquentent partout où ils peuvent le faire aujourd'hui. Les parents ont délocalisé leurs enfants. Donc ces parents, la majorité de la population de ces deux régions aspirent à vivre normalement, en paix, et éventuellement à débattre des spécificités qui sont accordées, qui sont réelles. Nous sommes là en face d'un nationalisme entre guillemets culturel, et l'État a même apporté des solutions, parmi toutes les solutions possibles, une solution quasi extrême, c'est-à-dire que nous sommes presque vers le fédéralisme. Quand vous voyez les schémas institutionnels possibles, la régionalisation,
elle n'est appliquée que dans des États où il y a un fort niveau de revendications nationalistes ou de particularisme. Et c'est la prise en compte de cet impératif qui est une richesse pour le Cameroun. Le bilinguisme est une richesse pour le Cameroun. Donc, on n'a même pas besoin de forcer le reste des Camerounais pour l'admettre. Et c'est pour ça que quand je vous entends dire je parle anglais, on m'appelle Bamenda. Non, nos enfants vont tous à l'école des Bamenda maintenant, si vous voulez, parce que c'est une richesse pour eux et pour la nation camerounaise. Je ne pense pas que ce soit ça le problème de fond. Le problème de fond, c'est qu'il y a une minorité qui a pris en otage ces populations. Peut-être que l'adhésion des populations victimes doit être un peu plus explicite. J'ai dit qu'elle est implicite, un peu plus explicite de façon globale pour que cette minorité soit mise hors d'état de nuire. La question que je vous ai posée, Jean-Baptiste Atemengue, c'est après avoir vu tout ce que l'État a déjà posé comme acte pour résoudre les problèmes qui se posent dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a la main tendue constante du président de la République. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent ou doivent encore faire? Mais ce qui a été adopté lors du grand dialogue national n'est pas encore totalement exécuté. Monsieur Roch disait tantôt que la décentralisation... Mais la décentralisation, ça piétine, on n'y croit pas. Ça piétine comment? La décentralisation... Non. La décentralisation ailleurs, parce que nous suivons les traces d'un État qui a centralisé comme la France, qui a aussi décentralisé. Ce n'est pas nous qui inventons. La décentralisation en France... Ça piétine, ça n'avance pas comme il faut. C'est une priorité. Elle ne va pas plus vite. C'est une priorité que l'État devait y veiller parce que avec la décentralisation, ça pouvait apaiser les cœurs de ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui veulent des sécessions. Mais jusque là, c'est le Sud-Ouest. Oui, mais on parle parce que j'ai pris l'exemple là. Pourquoi? Parce que vous avez parlé que comment on peut faire pour que la population ne s'adhère pas ou ramener la paix. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce n'est pas bien de faire croire que la décentralisation ne va pas vite. C'est entièrement faux. La décentralisation est un processus. Elle est trop lente. Ça marche à pas de tortures. Mais c'est pas possible. Ça marche à pas de tortures. Je vais vous prendre l'exemple de la France, qui est un modèle de décentralisation. La France n'est pas un modèle. Mais nous n'avons pas La France n'est pas un modèle mondial. Je vous dis la vérité. Prenez même n'importe quel exemple. Prenez l'exemple de la France. Le Canada, parlez du Canada. Mais le Canada, c'est pareil. Non. Ça a mis combien de temps? Ça n'a pas mis assez de temps. Ça n'a pas mis assez de temps. Comment vous dites ça? Je vous dis la vérité, nous sommes en Mondiovision. Ça n'a pas mis assez de temps. Comment vous dites ça? Et le Canada est l'exemple de cette décentralisation il y a même une délégation qui était venue à la commission du bilinguisme et du multiculturalisme invitée par ces gens pour avoir un peu de leurs expertises pour remédier les choses. Du Québec, pour l'obtenir, ça a mis combien de temps au Canada? Ça n'a pas mis trop de temps. Comment tu ça n'a pas mis trop de temps. Non, il ne faut pas prendre la face. Le grand dialogue a eu lieu quand? Voilà. Le grand dialogue a eu lieu du 29 septembre au 4 octobre 2019. Nous sommes 2 ans après. Et puis, ça piétine. Qu'est-ce qui manque? Pour établir les institutions, il faut 6 mois. Dans le pays, les trucs qui marchent bien, 6 mois, 9 mois, on doit établir ça. Dans quel état? La situation économique du Cameroun. La situation économique du Cameroun. Est-ce que vous en tenez compte? Est-ce que vous tenez compte de la situation sécuritaire du Cameroun? Mais il y a l'argent pour aller combattre au nord contre Boko Haram et les autres. On doit se laisser attaquer par Boko Haram? Il y a toujours de l'argent. Parce que surtout dans les régions du nord et du sud, ça fait 4 ans, il n'y a pas eu de projet de développement. Où est l'argent là? Pour que cette décentralisation soit mise en place. Qu'est-ce qui est plus important, préserver la paix ou accélérer la décentralisation? La paix est primordiale pour qu'il y ait le développement. Mais lorsqu'on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi finir. Mais l'argent qui n'ont pas été investis dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans cette décentralisation, on devait injecter la somme d'argent là. Où est l'argent là? Même les fêtes nationales, comme le 20 mai et les autres, on n'utilise pas l'argent. Où est l'argent là? On ne peut pas investir ça. Quand vous parlez d'argent, c'est amusant. Non, le Cameroun n'a pas d'argent. Le Cameroun, c'est un pays pauvre. Nous devons produire l'argent. Le Cameroun n'est pas pauvre. Vous pensez que nous sommes... Même les États-Unis le Cameroun n'a pas d'argent. Le Cameroun et l'Afrique miniature, nous sommes riches. Il y a la mal-gouvernance qui fait en sorte que les choses ne marchent pas bien. Nous ne sommes pas pauvres. Le tribalisme, que ce discours peut produire fait partie de la malgouvernance. Un État moderne ne parle pas de tribus, de gâteaux à partager.
La République est au-dessus de tout. Les tribus font partie d'une communauté. Tout ça fait partie de la malgouvernance. Parce que les gens font comme si le tribalisme n'est pas... C'est même le problème numéro 1 de la malgouvernance. La cause, la première des causes. Mais si moi, je suis convaincu. Alors, on retient donc que la République est au-dessus de tout. Et nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour écouter deux hommes de science, Dr Simon Mouzou et le professeur Souaibou Issa, qui donnent leur perception de l'unité nationale au Cameroun. L'unité veut dire qu'on doit laisser à chaque composante reconnaître ses spécificités, quelles qu'elles soient sur le plan ethnique, linguistique, religieuse, etc. Reconnaître d'abord que notre société est caractérisée par cette diversité, mais en même temps affirmer la volonté de faire, à partir de cette diversité, une société unie. Cela évoque premièrement la préservation de l'intégrité territoriale du Cameroun dans sa configuration actuelle. Cela signifie que les communautés, les peuples qui composent le Cameroun vivent en bonne intelligence, en rapport avec les brassages qui se sont opérés tout au long du processus qui a conduit au peuplement du Cameroun et à la construction des rapports sociaux par-delà les religions, par-delà les régions et par-delà les communautés. La plus grande menace immédiate, évidemment, est celle du séparatisme que l'on connaît dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a ensuite les revendications épistolaires, identitaires, qui s'accumulent, et ceci depuis 1992, à travers les mémorandats, qui, au-delà des demandes qui peuvent être ou ne pas être légitimes, se trouvent être parfois porteuses de colibés, porteurs d'invectives et même parfois de ce que j'appellerais de la diffamation historique. La menace, c'est cette perception des inégalités dans la jouissance, si vous voulez, du fruit de développement de notre pays. Le président de la République déclarait le 15 mai 2019, il déclarait ceci: nous devons combattre tout ce qui menace notre unité. Aucun groupe ne doit rejeter les autres, aucun groupe ne doit se sentir exclu par les autres. Bannissons les préjugés et les complexes qui nourrissent la discorde. Alors sur ce plateau, alors qu'on s'achemine vers la fin de cette première partie de Scène de presse, je rappelle que dans la deuxième partie, nous parlerons de la problématique des rétrocommissions et des pressions qui sont exercées sur les jeunes dans leur quête pour des financements de leurs projets socio-économiques. Alors sur ce plateau, à la suite du président de la République, quels sont selon vous les éléments à consolider pour l'unité nationale au Cameroun? Je crois que c'est l'orientation que le chef de l'État a toujours donnée à son action à la tête de l'État, même quand il n'était pas à la tête. Je crois qu'il faut libérer l'État de nos assauts et de nos instincts naturels, comme on a dit tout à l'heure. Il faut libérer l'État pour que cet État fonctionne de façon rationnelle. Nous n'inventons pas la notion d'État, il faut l'institutionnaliser en laissant l'État libre d'organiser la justice sociale et surtout de fonctionner efficacement. Tant que l'État ne peut pas fonctionner efficacement à cause de notre tribalisme, de nos replis identitaires, nous n'allons pas régler les problèmes de chômage, les problèmes de création de richesses. Justement, on est pauvre parce que nous ne créons pas assez de richesses. Nous n'allons pas nous mettre résolument dans la modernité. C'est ce que je pense nous devons cultiver comme esprit. Et je pense que la solution, c'est l'éducation de nos enfants. Les générations actuelles, les nôtres, celles d'avant, ont fait ce qu'elles ont pu, mais le travail reste immense et c'est aux jeunes que nous éduquons,
que nous devons inculquer cet esprit d'intérêt général, cette conscience nationale qui nous manque encore beaucoup aujourd'hui. Respecter les règles, vous voyez que notre génération n'arrive pas à le faire. Partout où nous sommes, les gens sont cupides, les gens ne respectent même le code de la route. Les gens ne respectent pas, on ne respecte rien. Oui, que faut-il faire pour consolider l'unité nationale? Pour moi, ce qu'il faut faire pour consolider l'unité nationale, c'est qu'il y a de la considération de chaque enfant de ce pays, c'est-à-dire à chance égale, opportunité égale, chance égale, c'est-à-dire la méritocratie. De deux, la paix intérieure comme la paix extérieure. Parce que lorsque vous êtes troublé dans votre esprit, à cause de certaines choses que vous ne trouvez pas bien, vous ne pouvez pas produire. En plus, ce qui peut consolider la paix, l'unité nationale, c'est le développement dans tous ses sens. Développement politique, économique, socio-culturel. Et enfin, faire en sorte que nous, les jeunes qui sont aujourd'hui, nous, les enfants qui sont aujourd'hui, qu'on pense qu'il y aura une postérité après nous, qu'on laisse une legacy to our younger generation. Merci. Nous marquons notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Les jeunes, la recherche des financements et les rétrocommissions. Nous en parlons dans la deuxième partie de cette édition de Scène de presse. En guise de mise en bouche, je vous invite à aller à la rencontre d'un jeune ingénieur diplômé de l'Institut africain d'informatique et concepteur d'un robot qui répond aux préoccupations de l'heure. Son nom, c'est Yannick Edouard Mekongo et il est en zooming dans cette édition de Scène de presse, une signature de Laurence Okalia. Edouard Mekongo est un jeune espoir du numérique au Cameroun. Si l'on l'affirme aujourd'hui, c'est qu'il a fait ses preuves dans le domaine, notamment dans l'électronique, où il s'est distingué en étant l'un des seuls Camerounais spécialistes dans la fabrication des robots. Ce produit de l'Institut africain d'informatique a su faire briller son étoile sur le plan international. L'idée de la start-up m'était venue au sortir de ma formation en Chine au sein de Huawei University. Comme vous le savez, Huawei et le Cameroun avaient un projet, c'est d'envoyer 10 Camerounais en Chine pour une formation. Et donc, j'étais revenu avec un projet, donc une application mobile accouplée à des bornes numériques. Et entre-temps, ce projet-là a évolué depuis que je suis entré dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique. J'ai pu constater qu'il y avait une multitude de projets qui pouvaient s'accoupler avec mon projet initial. Parmi ces multiples projets, le plus en vue aujourd'hui est celui-ci, un outil qui permettra de manipuler un robot à distance. Il pourra être la solution aux problèmes de l'heure, à savoir la pandémie à Covid-19, le télétravail et bien encore. Un médecin pourra faire des opérations à distance. On place juste un robot, des mains robotisées en machine, et puis donc le médecin, lui, à travers un programme qui va reconnaître ses gestes de la main, il pourra donc faire exécuter les gestes à ce robot-là. Et ça peut aussi être un bon projet pour les personnes qui veulent recouvrer l'usage de l'homme ou qui sont handicapés de naissance. Ça peut être un très bon projet, par exemple, ils peuvent cligner l'œil droit et puis la main droite s'ouvre ou se ferme, ça dépend. Voilà qui booste les espoirs d'un lendemain high-tech au Cameroun par les Camerounais. Merci Laurence Okalia. Et sur le plateau avec moi, Monsieur Halidou Sadio, qui est le chef de département de la mobilisation, de l'orientation et de la formation à l'Agence du service civique national de participation au développement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour cette invitation en scène de presse. À ma droite, Henri Simon, formateur en création et gestion des PME et membre de l'ONG Youth Business Cameroun. Vous êtes également coach mentor senior du programme Minjek Business Challenge. Et vous venez de voir un jeune porteur d'un projet plutôt futuriste et qui répond surtout aux préoccupations de l'heure. Lorsque vous regardez un reportage comme celui-là, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Vous avez des frères, vous vous dites, mon Dieu, est-ce que ce projet pourrait arriver à son terme? Bonsoir Lucrèce et bonsoir à l'invité, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, quand je vois un pareil reportage, j'ai le plaisir, j'ai l'envie de croire
qu'il doit arriver à son thème. C'est mon avis. Mais, connaissant la façon dont on fonctionne, je me pose bien la question, comment il va faire pour trouver le financement? Comment est-ce que ça va se passer? Alors, Yaoundé vient d'abriter un atelier de renforcement des capacités sur le réarmement moral, civique et le montage des projets pour bénéficier des fonds du plan spécial, du plan triennal spécial jeunes. Cet atelier était organisé sur fond de lutte contre les rétrocommissions et les pressions exercées sur les jeunes en quête de financement de leurs projets socio-économiques. Henri Simon, vous qui travaillez avec les jeunes, dites-nous, quelle est l'ampleur du phénomène ou des phénomènes? L'ampleur des phénomènes, ou du phénomène du moins, ce que je pense, c'est que l'ampleur est grave. Parce que dites-vous que chaque jeune qui va aller demander un financement, que ce soit dans une ONG ou bien alors dans un organisme de la place, sera confronté à ce problème. Peut-être que ce n'est pas aussi visible, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas quand on est de l'extérieur, mais quand on travaille avec les jeunes, c'est ce qui vous revient chaque fois. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parfois, les jeunes vous disent que j'aime mon idée, j'ai déjà fait ça, on m'a promis 500 000 là-bas, mais seulement la personne me dit de le voir, il faut que je le voie. Donc, c'est le thème qui de le voir, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vous comprenez ce que je veux dire. Le voir, ça veut dire qu'il faut qu'on le monnaie pour qu'il aille, je ne sais pas comment ils font, entre guillemets, pour aller toquer les portes, comme ils disent. Tout à l'heure, même avant de venir ici, il y a un jeune qui m'a dit... Il y a un projet qui est passé là dernièrement dans ce que vous parlez tout à l'heure. On va me donner 1 million de francs. Il m'a dit 1 200 000 pour faire l'agriculture. Le plan spécial triennal jeune? Je pense que c'est là, voilà. Plan triennal spécial jeune. Je pense que c'est ça qu'on a financé. Et que pour qu'il débloque les fonds, il faut qu'il ait l'argent pour aller monnayer, je ne sais pas qui, pour aller payer, pour qu'on accélère son dossier. À moi de lui dire que ce que tu fais, ça te risque de péril parce que si tu vas payer un argent que tu n'as même pas d'abord, je ne sais pas comment est-ce que ton projet, lui, va avancer. Alors, M. Ali Dousadio, que répondez-vous à cela? Merci Lucrèce. Je commence déjà par rappeler aux téléspectateurs que depuis la réorganisation du gouvernement intervenue en 2011, le ministère de la Jeunesse et de la Jeunesse s'est vu attribuer le mandat de l'éducation civique et de promotion de l'intégration nationale. Donc, depuis cette date, toutes les actions opérationnelles du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, à travers ces structures déconcentrées rattachées, sont organisées sous le label de la promotion, n'est-ce pas, de ce civisme républicain. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sous fond de rétrocommission et de pression, ce qu'il y a lieu de dire ici, c'est que les activités du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique s'effectuent sur l'ensemble du territoire national dans les 360 communes. Alors, par le passé, nous avons eu des difficultés à suivre les projets des jeunes, étant entendu que dès leur montage, ils n'obéissaient pas à une certaine rigueur, à un certain processus. Un jeune, vous recevez un jeune dans le cadre du financement de son projet qui vous présente un projet à l'entrée et dès lors qu'il reçoit des financements, vous le retrouvez en train de faire autre chose avec ces financements. C'est pour cette raison que pour mettre la norme au centre, n'est-ce pas, de nos préoccupations dans ce mandat d'éducation civique, dans le cadre du plan triennal spécial jeune, il y a eu un certain nombre de dispositifs normatifs qui ont été mis en place. Donc le jeune qui était habitué à solliciter des financements, n'est-ce pas, avec des projets qui n'étaient pas matures en amont, se trouve aujourd'hui contraint, n'est-ce pas, d'être dans le circuit qui a été défini par le ministère de la Jeunesse. Ce circuit qui commence par son inscription à l'Observatoire national de la jeunesse et un réarmement moral, civique et entrepreneurial. C'est entendu, mais la question que nous vous posons, c'est celle relative à ces rétrocommissions. Je rappelle qu'un atelier sur le réarmement moral s'est effectivement tenu, mais par la même occasion, il a été rappelé aux responsables des différents projets, des différents programmes du ministère de la Jeunesse qu'ils doivent cesser avec ces pratiques de rétrocommission et de pression sur les jeunes. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement lorsque vous avez vent de ce type d'action, ce type de phénomène, ce que décrit Henri Simon? Si vous en parlez, c'est que vous savez ce qui se passe. Tel que présenté, nous pensons que la question des rétrocommissions rime peut-être avec les premiers âges de financement des projets de jeunes. Dans Monsieur Simon vous a dit tout à l'heure que juste avant d'entrer dans ce studio, un jeune lui a dit qu'il avait un projet qui devrait être financé à hauteur d'1 million de francs CFA, mais que déjà, on lui demande
donner, j'ai envie de dire, une avance? Le dispositif de financement des projets de jeunes au ministère aujourd'hui n'ouvre pas de passerelle à la rétrocommission. Nous avons travaillé, n'est-ce pas, pour essayer d'affiner et de rationaliser le processus pour faire en sorte que toutes les parties prenantes qui gravitent autour des jeunes soient minimisées. Je vous prends un exemple très simple pour étayer, n'est-ce pas, ce que je viens de dire. Dans le cas des financements PTS jeunes, le jeune ne manipule pas de l'argent, encore moins son encadreur. Donc je ne sais pas à quel niveau se trouve la rétrocommission. Le jeune se rapproche d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes où il donne son idée de projet auprès, n'est-ce pas, du chef de centre et des conseils en insertion qui sont à ce niveau. Donc le projet est maturé au niveau local à travers, n'est-ce pas, une lecture économique que le chef CMPJ fait à ce niveau. Le projet, il remonte au niveau régional pour une prévalidation et au niveau national, ce projet est validé par un comité national. Alors là, c'est le processus d'entrée. Maintenant, le projet est financé à travers des structures, n'est-ce pas, de microfinance et des banques. Donc le jeune ne vient pas au CMPJ décharger de l'argent pour qu'au sortir, n'est-ce pas, le chef CMPJ lui dit, ou alors son encadreur de tonneau lui dit, je veux ma part et autre. Est-ce que ce process qui est valable pour le plan triennal spécial jeune l'est également pour les autres projets, les autres programmes de financement des jeunes? Tout à fait. Au niveau du ministère, nous ne sommes plus simplement au niveau du ministère. Tous les projets gouvernementaux, et c'est depuis quand? Depuis pratiquement plus de 3 ans aujourd'hui. Et pourquoi les jeunes continuent de se plaindre? Et pourquoi vous organisez un atelier sur fond de lutte contre les rétrocommissions et les pressions si elles n'ont plus, plus lieu d'être, si elles n'existent plus? Vous avez évoqué la problématique de l'incivisme. Ouais, l'incivisme, c'est en même temps le manque de civisme dû à une absence d'information. Mais l'autre incivisme, c'est aussi l'incivisme lié au travestissement de l'information officielle. Cet incivisme est plus grave que, n'est-ce pas, la première catégorie. Vous voyez, vous allez beau dire qu'aujourd'hui, voilà le chemin à suivre, mais dans ce qui se pose aujourd'hui dans la moralité de notre jeunesse, c'est vous trouverez des gens qui ont l'information officielle, mais qui travaillent à faire communiquer sur une autre information. Je vais vous rassurer. Je vois bien que vous parlez des jeunes, mais des acteurs qui gravitent autour. Mais vous ne parlez pas également de collaborateurs. Ceux qui tiennent les... Et voilà. Tout ça, justement, c'est pour cette raison que le réarmement moral civique entrepreneur, qui est aujourd'hui le levier fondamental de l'intégration des jeunes, et en même temps un réarmement de nos professionnels. Vous avez parlé d'un atelier qui vient de s'achever. Au cours de cet atelier, il était question, en tant que professionnel, de s'entendre sur ce que c'est qu'encadrer le jeune aujourd'hui. Le réarmement, la question des valeurs, elle n'est pas que ciblée sur la jeunesse, elle est également ciblée sur toutes les parties prenantes qui gravitent autour de la jeunesse. La mortalité des projets des jeunes n'est pas simplement le fait des jeunes. On va parler de la mortalité des jeunes. De tout ce qui gravite autour du jeune. Tout à fait. On va en parler dans quelques instants, mais je voudrais qu'on reste d'abord sur la question des financements. Monsieur Henri Simon, lorsque nous préparions cette émission, vous avez semblé nous dire qu'il est difficile pour un jeune d'obtenir des financements, que c'est un véritable parcours du combattant. Je rappelle que vous êtes également mentor dans le Tony Elumelu Entrepreneurship Programme et organisateur du programme Startup Weekend de la Global Entrepreneurship Network Cameroun. Oui, pour parler de cette question de financement, c'est vrai que c'est difficile, c'est un parcours de combattant pour un jeune qui démarre surtout, parce que quelqu'un qui démarre n'a qu'une idée. Et quand vous avez une idée, c'est difficile que soit un banquier, soit l'État, soit ou toute autre organisation mette l'argent dans votre projet. Maintenant, pour ce qui concerne les jeunes, je pense que le vrai problème, c'est au niveau du mindset, c'est-à-dire au niveau de l'état d'esprit des jeunes. Comment il fait pour aller chercher le financement? Comment est-ce qu'il est orienté? Quand il arrive peut-être que dans les services du ministère des Jeunes, où est-ce qu'on l'oriente? Comment il fait? Comment il fait étape par étape pour avoir un crédit ou alors pour avoir un financement? Est-ce qu'il va seulement aller dans le bureau pour s'asseoir et dire, bon, j'attends un financement? Ou alors, comme monsieur a dit tout à l'heure, il faut des projets. Maintenant, on sait que les projets, là, tout le monde peut faire des projets. Hein? C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever un matin, il écrit un projet. Donc, ce qui veut dire que nous, dans notre programme, par exemple, nous, on crée des entreprises à 54 heures chrono. C'est un programme que nous avons, qu'on appelle ça Startup Weekend. Donc, on peut créer des entreprises clés en main à 54 heures chrono. On le fait de l'idée jusqu'à l'étape. Sauf qu'on est souvent bloqué sur les financements parce qu'on ne sait pas où aller. On va ici, on vous dit, il faut apporter, comment vous appelez ça? Le business plan ou quoi? Non, pas le business plan, ça dit qu'il faut apporter votre quote-part. Donc, le jeune doit avoir quelque chose qu'il doit mettre, qu'on lui donne
des financements. Le jeune qui démarre, il va prendre ça où? C'est difficile pour un jeune de travailler dans ces conditions. Maintenant, et en plus, j'ai l'impression qu'on confond toujours le prêt et le financement. Parce que le prêt que le ministère donne, par exemple, le ministère de la Jeunesse donne aux jeunes, c'est l'argent qu'on vous donne. On vous donne et puis on vous laisse. Vous vous débrouillez, vous faites comme vous pouvez. Sauf qu'il a dit qu'on ne donne plus. Non, ben, ils vont donner dans tous les cas. Donc. Et on vous donne, on vous laisse, vous faites comme vous pouvez. Si vous pouvez rembourser, vous venez rembourser. Et le résultat, c'est que quoi? 90% des projets échouent. Alors qu'un financement, normalement, quand on vous finance, on doit vous suivre. On ne doit pas vous le laisser. On va vous suivre étape par étape jusqu'à la fin. Jusqu'au jour où vous allez commencer à rembourser. Et puis l'erreur qu'on fait souvent, c'est que quand on a prêté l'argent à un jeune, on lui dit le mois prochain, vous commencez à rembourser. Ce n'est pas possible. Même si vous faites tous les calculs du monde, vous ne pouvez pas commencer à rembourser le mois qui suit. Et c'est là où tous les jeunes tombent. Monsieur, ce que M. Simon dit est fondamental. Mais tous ces problèmes sont aujourd'hui résolus au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Donc, aujourd'hui, la question de l'adéquation entre le profil du promoteur et son projet est réglée à partir, n'est-ce pas, de cette éducation, cette formation à la base que nous faisons avec le jeune. Vous l'avez évoqué si bien, la question du mindset. Nos sociétés aujourd'hui posent un sérieux problème de valeur. La question du sens, elle n'est pas qu'une question du sens au niveau des jeunes, mais c'est au niveau de toutes les parties prenantes, comme je l'ai dit, qui en servent, qui adressent l'intégration, n'est-ce pas, de notre jeunesse. Alors, un jeune qui arrive, et surtout lorsqu'on parle de jeunes, il faudra avoir une posture différentielle, c'est-à-dire tous les jeunes ne posent pas le même problème. Exactement. Nous avons au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique le mandat de la promotion économique des jeunes. Ça veut dire qu'il y a une partie de la jeunesse que nous encadrons en collaboration avec les autres acteurs gouvernementaux pour cet entrepreneuriat humain inclusif et porté, n'est-ce pas, vers la croissance économique. Mais nous avons également cette catégorie de jeunes à qui nous adressons une éducation financière qui sont dans nos villages respectifs, qui a priori n'ont pas demandé à être entrepreneurs, mais que nous éduquons, que nous encadrons dans la perspective, n'est-ce pas, d'une production économique. Alors Henri Simon a parlé tout à l'heure, a posé le problème du suivi de ces jeunes-là, de l'encadrement de ces jeunes. Est-ce que ce suivi-là est effectif? Nous sortons d'un atelier régional, vous l'avez évoqué. Et suivi sur le terrain, pas dans les, pas dans les ateliers. C'est ce qui est en train d'être fait. Ça commence d'abord à l'atelier. C'est-à-dire le médecin pense d'abord l'opération. Oui, mais sauf que parfois on s'arrête à l'atelier et il n'y a pas de... De plus en plus, nous ne nous arrêtons plus à l'atelier parce que justement, nos chefs CMPJ, nos acteurs de terrain étaient limités sur le plan de la mobilité. Vous l'avez vu, il y a de cela quelques mois, le tour, n'est-ce pas, du ministère de la Jeunesse, du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à travers le pays, où des collaborateurs, dans le cadre, n'est-ce pas, de l'accélération du financement des jeunes, ont reçu des moyens de locomotion qui leur permettent aujourd'hui de ne plus se limiter au niveau de leur lieu de localisation, d'aller vers les villages. Nous avons des collaborateurs qui font aujourd'hui des centaines de kilomètres pour aller adresser, n'est-ce pas, une éducation au niveau des populations. Donc ce suivi, c'est en même temps ce suivi opérationnel qui est fait par les collaborateurs, mais au niveau des dispositifs mis en place, nous avons des jeunes mentors volontaires qui sont recrutés par le ministère au niveau, n'est-ce pas, de chaque localité, qui de façon volontaire accompagnent ces jeunes. Et puis la modernité oblige, nous avons aujourd'hui des pages Facebook, nous avons des groupes WhatsApp où nous suivons au jour le jour ce que les jeunes font avec leur financement. C'est entendu, les jeunes sont-ils acteurs de l'échec de leur projet? Michel Renaud-Wanja a posé la question aux hommes de médias dans la rubrique Édito. La première des choses qu'il faut faire, c'est d'interroger le mode de financement des projets des jeunes. Qui sont ceux qui doivent bénéficier de ces financements-là? Est-ce que ceux qui en bénéficient aujourd'hui sont ceux qui méritent ces financements? Quand vous essayez de voir comment ça se passe, vous vous rendez compte que les financements sont faits à tête chercheuse. Le problème le plus important ici, c'est un problème d'abord d'encadrement. Il faut que les pouvoirs publics organisent la prise en main des jeunes à partir des moments où ils rentrent, par exemple, dans l'enseignement supérieur. Il faut qu'il y ait une prise en charge qui consiste à prospecter les milieux de formation. Et quand on prospecte des milieux de formation, on peut dénicher à partir de cet instant les projets que les jeunes peuvent élaborer. Il faut dire que les responsabilités sont partagées. Très souvent, la sélection ne se fait pas de façon objective.
On a l'impression, à travers cette mauvaise façon d'organiser le financement des projets jeunes, que la jeunesse ne produit pas, que la jeunesse n'a rien à offrir au point d'être éligible à des financements. Et pourtant, si on faisait les choses de manière vraiment transparente, avec toute la rigueur nécessaire, on aboutirait à des résultats extraordinaires. On constate qu'il n'y a pas une structure d'encadrement de ces jeunes. Des jeunes se retrouvent avec de l'argent, parfois beaucoup d'argent, mais ne savent pas comment gérer ces fonds-là dans la mise en œuvre de leurs projets. Et donc, parfois, c'est de l'argent qu'ils utilisent pour autre chose. On a l'impression qu'il n'y a pas de coordination entre les initiateurs, entre ceux qui accompagnent et les bénéficiaires. Il n'y a aucune coordination à aucun niveau. Nous avons le problème du réseautage, le problème du piston, le problème des parrains qui font qu'à la fin, on retient les moins performants, les moins compétents, qui utilisent plutôt l'argent qui a été donné pour les projets pour financer autre chose. Il y en a qui vont se marier, il y en a qui achètent une place à la fonction publique avec l'argent supposé soutenir le projet. C'était donc le point de vue des journalistes sur la problématique de l'échec des projets des jeunes. Je rappelle que le plan triennal spécial jeunes à ce jour a déjà permis de financer 5 500 projets, environ 16 000 emplois créés, 15 milliards de francs CFA débloqués à date sur les 102 milliards annoncés. C'est là quelques chiffres que nous avons eus du ministère de la Jeunesse. Mais la question que moi je voudrais vous poser sur ce plateau, c'est celle qui concerne la multitude, autant pour moi, la multitude d'organismes de financement des projets des jeunes. Est-ce que ce trop-plein d'organismes n'est pas finalement contre-productif? Vous voulez commencer? Moi, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que s'il faut mettre à chaque ministère ou à chaque groupe un fonds pour aider les jeunes, finalement, on ne sait pas qui fait quoi. Parce que si on met tous les paliers là dans n'importe quelle boîte, on ne va plus s'en sortir. Non, parce que je pense que les secteurs d'activité ne se valent pas. Quand vous faites de l'agriculture, c'est mieux que c'est un mentor ou quelqu'un qui fait l'agriculture qui vous accompagne. Et c'est donc exemple. Nous parlons bien des organismes de financement gouvernementaux. C'est pour ça que je parle du ministère de l'Agriculture, parce que je sais qu'ils ont un fonds là-bas pour ça. Et ainsi de suite. Parce que, tant que j'ai déjà réfléchi à cette partie dont vous parlez tout à l'heure, je suis arrivé à la conclusion que dans tous les cas, quels que soient les deux cas, la réponse est non. Si on met si on fait les projets là, chaque ministère un projet, finalement, ça va dans tous les sens. Moi, j'aurais préféré qu'on regroupe ça dans un seul panier et qu'on met dans un endroit qui t'a donné un nom, je ne sais pas quoi, et puis on crée un mécanisme, comment faire pour que le jeune accède véritablement à ce financement quand tu le veux, et surtout avec un délai bien précis. C'est une question qui est déjà adressée? Nous pensons plutôt que la multiplicité des sources de financement ne peut pas être un frein. Parce qu'en réalité, la jeunesse, elle est plurielle. Il y a plusieurs catégories de jeunes qui expriment des besoins totalement différents et qui ont des localisations géospatiales totalement différentes. Un jeune du milieu rural, un jeune en ville, c'est deux problématiques d'encadrement. Lorsque nous nous adressons à la question de l'insertion socio-économique, nous faisons une typologie. Ce jeune qui est détenteur d'un BTS et qui n'a qu'à entreprendre pose une problématique certaine. Donc, les guichets de financement, parfois, sont liés à la nature même de l'institution qui donne le financement. Certaines institutions sont internationales, d'autres sont nationales. Au niveau du gouvernement, il y a des administrations spécifiques qui travaillent à accompagner ce processus de création d'emplois et de financement. Mais au niveau du ministère de la Jeunesse également, nous ne laissons pas de côté cette jeunesse qui se retrouve dans nos villages, dans nos localités reculées, où nous partons également effectuer ce processus d'encadrement socio-économique des jeunes. Les villages pionniers, par exemple, aujourd'hui, sont des cadres
opportun, n'est-ce pas, où cette problématique d'insertion et de financement des jeunes se pose, et nous pensons qu'à travers ces instances, nous contribuons aussi à donner des chances à cette jeunesse rurale qui a aussi besoin d'insertion socio-économique. C'est entendu. Nous retrouvons maintenant Daniel Menanga pour les unes du lundi. Daniel Menanga, bonsoir. Vous allez donc nous dire ce que nos confrères de la presse écrite ont prévu pour leurs lecteurs dès demain 7h30, lorsque les kiosques ouvriront évidemment. Alors, Daniel Menanga, les unes du lundi. C'est bien cela, Lucrèce. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. On va ouvrir cette revue des unes avec Intégration qui vous propose ce lundi son magazine numéro du mois de mai avec le bilan de l'économie en zone CEMAC. Depuis un an que la pandémie à Covid-19 sévit dans la sous-région, de l'interview du président de la commission de la CEMAC, professeur Daniel Ondo, on retient entre autres que la sous-région a connu 85 133 cas de contamination, 1169 décès, 74 704 guérisons sur les plans économiques et sociaux également. Les effets ont été contenus et grâce entre autres au financement parallèle. Dans la même thématique, Mutation parle de Covid-19, plus précisément de la gestion de Covid-19 des fonds sur le plan national avec cette enquête instruite par le chef de l'État sur les 180 milliards de francs CFA octroyés par le FMI et également la lettre de la bourse dénonce dans le même ordre d'idées des manœuvres dilatoires et indique que le tribunal criminel spécial reste sur cette affaire. Camer Presse s'intéresse aux finances, classement des banques camerounaises en 2021. On retient que 4 institutions bancaires occupent plus de la moitié du marché camerounais. Une banque nationale est à la tête. La banque des PME, encore en quête de visibilité. Eco Matin dévoile l'agenda du Premier ministre chef du gouvernement annoncé à Douala au JICAM mardi prochain avec pour mission de raviver la flamme du dialogue public-privé estompé depuis, comme le rappelle Eco Matin. Défi actuel nous parle de cet accord en perspective entre le Cameroun et le FMI concernant un programme de plus de 375 milliards. Les négociations devraient aboutir donc à la signature en juin prochain, annonce le journal de François Bambou ce lundi. Ladies News se projette vers le forum Génération Égalité avec le plaidoyer d'Oulima Tassar, qui appelle à une mobilisation générale. La directrice régionale d'ONU Femmes pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest appelle les jeunes, les vieux, les hommes et les femmes à faire entendre leur voix dès le 30 juin et jusqu'au 2 juillet 2021, à l'occasion donc de ce forum Génération Égalité. The Guardian Post a capturé le calvaire des usagers de la route Bamenda-Babadjou. Plus de 300 véhicules empêtrés dans la boue ce week-end. Cameroun Tribune, le compte à rebours de la commémoration de la fête de l'unité le 20 mai. Ce sera jeudi prochain. Synergie Armée-Nation pour faire face aux défis sanitaires et sécuritaires au Cameroun. Et cette synergie Armée-Nation qui reste donc de mise malgré l'annulation des festivités officielles. Et puis Mola et Fou de foot de Africa Smile dévoilé ce week-end l'hymne et la mascotte de la CAN 2021 à la magnifique cérémonie que nous avons suivie en direct sur les antennes de la CRTV. Vous vous souvenez, ce week-end, Lucrèce. Absolument, Daniel Menanga, merci. Juste avant de mettre un terme à cette émission, quelques actions du service civique camerounais de 2014 à 2020, plus de 13 000 appelés formés, de 2012 à 2020, plus de 25 000 volontaires pionniers, de 2016 à 2018, 125 volontaires de compétences et plus de 2016 à 2020, 60 villages pionniers créés, c'est bien cela? Tout à fait. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres. La presse quitte la scène. Bonsoir.
Salut très cher, bienvenue à cette nouvelle édition du Gospel Musical saison 10 qui se veut singulière. Oui, très chers amis du Gospel, c'est un focus. Il s'appelle Guy Lévy. Il est responsable de la chorale CMFI Worshippers que nous recevrons de manière exclusive sur cette plateforme. Guy Lévy avec nous dans l'enceinte du studio Dream où il nous parlera des combats, des réalisations et des perspectives de la chorale CMFI Worshippers qu'il dirige d'une main de maître. Regardons. Salut très chers téléspectateurs, amoureux, amis du gospel et bienvenue une fois de plus dans le magnifique studio Dream Studio. Aujourd'hui, nous allons découvrir une magnifique chorale. Elle s'appelle les Adorateurs de la CMCI. En anglais, c'est un peu compliqué. Le leader de la chorale est là. Lui seul a le secret de la prononciation de ce nom en anglais. Et il est là. Il nous donnera les détails en ce qui concerne cette chorale. Alors, Guy, salut. Merci Nadia. Comment ça va? Très bien, toi. Ouais, ça va. Merci. Ça va. Merci. Est-ce que tu peux faire un coucou à tous ceux qui nous regardent actuellement? Coucou. Que le nom du Seigneur soit exalté dans ta vie. Très content d'être dans ce studio. Merci de me Il est recevoir. beau, n'est-ce pas? Très beau. Merci. Merci aussi. D'accord. Alors, sans plus tarder, déjà, True Worship, adorateur de la CMCI en anglais. En fait, très simple, ça s'est dit CMFI Worshippers. C'est quoi? CMCI, si tu veux en français. Donc, c'est le nom de la communauté, en fait. En anglais? En anglais. Ah, moi, ça me dépasse. Donc, c'est CMFI Worshippers. Donc, c'est CMFI Worshippers. D'accord. Alors, Guy Lévy, c'est ça? Tout à fait. Est le leader de cette chorale. Est-ce que Guy Lévy peut nous parler un peu de la chorale de manière générale? Combien de temps déjà de vie, je vais dire ça comme ça, le message qui est véhiculé au travers du style que cette chorale promeut. D'accord. Et voilà, pour commencer par là. Merci Nadia. Je vais dire que je ne suis qu'un petit-fils dans ce ministère parce que ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence dans les années 80 avec l'un de nos pères qui s'est avancé dans la gloire, le pasteur Emmanuel Baillet. C'est lui qui a commencé ce ministère de la louange dans l'église, à la CMCI. On appelait cette chorale les semeurs. Ah d'accord, les semeurs. Tout à fait. Donc, ça a pris du temps dans les années 80 jusqu'en 2019 où j'ai commencé à diriger maintenant la chorale. Donc précisément, exactement en janvier 2019 que j'ai commencé à coordonner la chorale. C'est là où nous avons donc maintenant pensé à donner un autre nom. Nous avons donc donné CMFI Worshippers. Les vrais adorateurs de la CMCI. Amen.